Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est ensemble pour une demi-heure. On va parler d'intelligence artificielle. C'est notre nouveau rendez-vous, les interviews de l'IA. Allez, c'est parti. Je vous présente les sujets et nos commentateurs juste après. Aujourd'hui, dans les interviews de l'IA, trois invités. Gauthier Vernier est avec nous. Il nous fera découvrir les coulisses d'un projet inédit, assez extraordinaire, je dois dire, qui marie la culture et la science. Ça s'appelle Molière Ex Machina. Bienvenue, Gauthier. À côté de vous, Mathias Debièvre. Bonjour, Mathias. Bonjour. Vous êtes porteur de projet IA, de data space. Vous allez nous expliquer de quoi il en retourne exactement. On va parler notamment de ce qui se passe dans l'éducation Oui. ensemble. Mais on va commencer avec Xavier Perret. Bonjour Xavier. Bonjour Delphine. Vous êtes spécialiste des architectures cloud, vous êtes un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, le directeur de l'entité Azure de Microsoft France. Et on va parler avec vous de la star, j'ai envie de dire, de l'IA et des chatbots, des IA génératifs. C'est GPT-5 d'OpenAI, que Microsoft d'ailleurs intègre désormais dans ses solutions, grand public, développeurs, entreprises. Quels sont les progrès aujourd'hui notables avec cette version et où on en est de l'état de l'art finalement des IA génératives? Oui, parce qu'effectivement, cet été, on a parlé du lancement de GPT-5, comme tu l'as dit Delphine. Je pense qu'il faut rappeler d'abord qu'il y a plein de modèles, hein, et puis on va rappeler, bon voilà, sur Azure, on fait tourner aussi Mistral, on va faire tourner d'autres C'est modèles vrai. derrière. C'est vrai que GPT-5 a pas mal occupé l'espace parce qu'on l'intègre aussi dans nos produits copilotes, voilà derrière. Alors les gens ont cru que GPT-5, parce que c'était beaucoup annoncé comme ça, c'était finalement la nouvelle intelligence artificielle, ça allait être ultra performant, etc. Derrière, en fait, c'est pas ça que GPT-5 sur lequel il est intéressant. GPT-5 qui va corriger un certain nombre de biais, un certain nombre de choses qui rendaient finalement l'utilisation de l'IA un petit peu différente, un peu trop hallucinatoire. On va voir qu'avec les invités, là, finalement, on cherche parfois que l'IA soit hallucine, c'est-à-dire qu'elle vienne nous proposer des choses sur lesquelles on n'avait pas pensé. Mais il y a beaucoup de cas d'entreprises dans lesquels on n'a pas envie qu'elle nous dise n'importe quoi, tout simplement. Et donc, ça vient corriger ça. GPT-5, en particulier, il corrige un phénomène qui a commencé à prendre de l'ampleur, qui a été décrit en novembre 2024, qui s'appelle la sycophance, par exemple. Oh Est-ce là, que tu sais ce que c'est que la pas sycophance? du tout. Voilà, la sycophance, alors en grec, ça vient d'Athènes, c'était les délateurs des figues. Bon, pas a priori. Donc c'est quoi? C'est en fait le côté flagorneur de l'IA. On s'est rendu compte que l'IA, comme elle veut nous faire plaisir, Ah, elle est toujours très sympa, hein. voilà, elle est Elle va toujours très toujours dans notre sympa. Et sens, il y a une elle espèce flatte de énormément. compromis, d'équilibre à trouver entre, on veut qu'elle nous réponde, mais en même temps, on ne veut pas qu'elle nous mente pour nous répondre. Mm. Juste pour être sympa, pour être flagorneur, pour être complaisant derrière. C'est ça qui s'appelle la sycophance, c'est un biais. Pourquoi ce biais-là est apparu? Parce que finalement, les données d'entraînement, le fait qu'on met des pouces pour dire c'est une bonne réponse, il a envie de nous plaire. Et donc GPT-5, il corrige sur tout ça, en fait. Derrière, il va moins Mais moi, halluciner. j'ai besoin que vous m'expliquiez, Xavier, comment est-ce qu'on évite les hallucinations? Parce que le principe même des IA génératives favorise les hallucinations, son fonctionnement même. Alors, on le voit justement, en marché entreprise, il y a trois éléments qui vont nous permettre de réduire ça, parce que effectivement, je veux utiliser l'IA pour qu'il me réponde clairement des choses. Mm. Par exemple, est-ce que cet avion peut voler? Si je lui envoie plein de documents, il vaut mieux être sûr qu'il ne me fasse pas juste plaisir. Donc d'abord, il y a certains modèles qui hallucinent moins que d'autres, comme je disais. Donc ça, c'est important Mais de choisir les bons comment on le modèles. corrige? Comment on Comment le on le corrige? corrige? Ensuite, on va ce qu'on appelait ancrer dans les données. Alors, il y a des architectures, je ne vais pas venir dessus, qui permettent de dire ne répond finalement que sur ces données-là d'entreprise. C'est-à-dire finalement, et d'ailleurs GPT-5 associé à ça est une vraie avancée, parce qu'il va permettre de dire non, je ne l'ai pas trouvé dans les données, donc je ne vais pas juste répondre et te faire plaisir, voire mentir pour te faire plaisir, je ne l'ai juste pas trouvé dans les données, donc je ne peux pas te répondre derrière. Donc on va le forcer finalement à répondre à des vraies données, pas l'ensemble du web, par exemple, ou Ok. pas ce qu'il a entraîné comme modèle derrière. Puis le troisième élément qui est aussi important, parce que c'est un gros pan de développement, c'est qu'on va avoir d'autres IA qui vont finalement observer ce qu'on va entrer en entrée et ce qu'on va avoir en sortie pour corriger. Par exemple, l'IA risque de me répondre et de me donner des informations confidentielles. Si je mets cette espèce de modérateur d'IA en sortie, ce qu'on met dans Azure qui s'appelle Azure AI Content Safety, il va vérifier, il va dire non, attention, tu n'as pas le droit de répondre parce que tu es en train de finalement divulguer des données confidentielles ou dire des choses qui ne sont pas associées aux données, donc qui seraient a priori pas vraies. Donc, des IA qui vont contrôler d'autres IA, Mais quand je des parle bons du mode de modèles. fonctionnement, parce qu'on a vu pas mal d'études sortir, et Bien d'ailleurs moi sûr. je m'en suis fait l'écho ici dans Smart Tech par exemple, sur des journalistes qui ont testé des IA pour voir si elles sortaient les bonnes sources d'informations. Bah, non, en fait, elle est capable d'inventer des liens, d'inventer des sources d'informations, là où un moteur de recherche ne fait pas ça. Alors, pour bien comprendre, effectivement, parce que là, on est dans pas le modèle lui-même, mais la façon dont le service a été conçu. C'est ça. Souvent, c'est ça, les expériences qu'on a, ça va être directement chez OpenAI ou dans Copilot. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on appelle cette IA pour qu'elle comprenne en mode conversationnel, et puis elle va s'appuyer finalement sur le web. Le problème, c'est que si le web derrière, il est faux,
bah, cette IA-là va avoir tendance à répondre par rapport à ce qu'elle a indexé, c'est-à-dire le web. Et c'est ça, ces expériences-là qui se sont passées, qui fait qu'elle va me répondre sur des choses qu'elle a finalement trouvées en index dans le web, mais qui étaient faux. Finalement, c'est pas si Mais différent. quand elle invente des liens, quand elle invente des sources, là, c'est pas qu'elle va trouver C'était quelque le chose qui est côté faux. complaisant dont je parlais. C'est-à-dire que là, c'est ça qui est en train d'être corrigé, D'accord. qui était, je ne sais pas te répondre, mais je n'ose pas te le dire, parce que tu es en position un peu d'autorité et que j'ai envie de te faire plaisir, Delphine. Mais là, c'est ça qui est en train fortement d'être corrigé pour dire non, en fait, je n'ai pas la réponse. Ok. Et je te le dis clairement, je n'ai pas la réponse. Vous avez des questions sur ce fonctionnement GPT-5 et ces IA génératives? Comment est-ce qu'on arrive à mieux les corriger? Vous en servez déjà comment? Alors, Comme d'un moteur de recherche? Parce que c'est un peu le problème, c'est qu'on s'en sert comme d'un moteur de recherche. Alors, on confond effectivement, c'est un modèle de langage, c'est pas un modèle de C'est ça. connaissance. Donc, en fait, c'est pas un moteur de recherche. Il faut garder, je veux dire, une curiosité et puis un recul par rapport à ce qui est sorti. Et ensuite, il faut l'utiliser là où il est bon, c'est-à-dire à comprendre, à inventer des choses, à créer des passerelles, ce qu'on fait souvent dans les métiers plus créatifs d'ailleurs derrière, ou métiers marketing aussi. ouais, puis je crois que le problème vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de faux sites du coup, qui sont créés justement pour attirer Exact. les algorithmes et du coup pour Super bien pour être repêché. référencé. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc en fait, il y a il y a quelque chose qui se crée qui va un peu biaiser les algorithmes et je pense que c'est contre ça que des boîtes comme OpenAI se Ce battent. qui n'était pas différent quand on indexait le web et qu'il y avait Ouais. des faux sites qui se créaient de la même façon. Donc, Ouais. en fait, on va retrouver le même mécanisme et on va retrouver la même chose qui est je vais En sur fait, un on site. rentre dans une approche par le risque désormais, finalement. Oui, et la difficulté, je pense, Pardon, d'éducation, c'est le côté anthropomorphique, c'est-à-dire de penser que cette IA, j'ai une surconfiance en elle parce elle m'est personnelle, elle me répond, et donc j'ai l'impression que c'est mon copain, et donc il va me dire que la vérité. Ouais. Et c'est là où, alors en américain, ça s'appelle l'over-reliance, alors on va dire la surconfiance, c'est que il va falloir éduquer tout le monde, on voit dans le sujet d'éducation, pour que finalement, ce qu'il va me répondre, je vais quand même avoir un œil critique derrière, alors quand c'était un lien, finalement, je me posais moins la question. Mathias. Oui, non, j'allais juste ajouter que par rapport aussi au moteur de recherche, là, si on l'utilise pour chercher une information, il y a beaucoup moins de sources qui sont données, beaucoup moins d'informations, donc on a moins de pluralité dans cet usage-là, et ça rend les sources sélectionnées encore plus importantes en soi. Alors, et d'un autre côté, ça permet de brasser tellement d'informations pour moi, c'est-à-dire que je gagne du temps Oui. pour obtenir une réponse aussi. Donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup encore de développement pour justement ancrer, comme je le disais, voilà, dans les données, pour le rendre plus factuel derrière, plus ancré sur un certain nombre de sets de données dans des use cases principalement entreprises, pas seulement grand public derrière. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de grands modèles de langage? Alors d'abord, avec des grands modèles de langage, il n'y a pas 10 000 boîtes qui font ça Et aujourd'hui. est-ce qu'il y a si on vraiment des regarde. différences entre les uns et les autres? Alors oui, il y a des différences parce que les bases d'entraînement sont différentes, la façon dont elles sont corrigées sont différentes, et leur taille aussi, parce qu'il y a les grands modèles et puis il y a leur version plus petite. Oui. Derrière, par exemple, Copilot, automatiquement, chez Microsoft, on va choisir selon la nature de la requête. Si la requête est simple, on va utiliser un modèle plus simple. Si la requête est élaborée, on veut chercher vraiment le côté research, je veux vraiment une analyse forte, on va chercher GPT-5. C'est un avantage, c'est que ça n'a pas le même coût, ça n'a pas le même impact environnemental, du coup, derrière, ça n'a pas la même rapidité. Et c'est pour ça que selon les usages, on va trouver de plus en plus des usages où le moteur, on va dire, du copilote fait ça, va choisir finalement le meilleur modèle adapté au type de requête derrière. Il y a aussi une autre différence majeure, c'est le modèle de gouvernance. C'est-à-dire que des modèles comme ChatGPT sont des modèles complètement propriétaires. Donc si je l'utilise pour mon entreprise, je donne toutes mes données et j'en suis complètement dépendant. Un modèle comme Mistral, c'est un modèle ouvert. Je peux l'installer moi-même, je reste en contrôle. Si je veux changer, si je veux le faire, je suis beaucoup moins dépendant. Ouais. C'est la Alors, différence. parce que c'est un Oui. souillard plus compliqué que ça. Bah, parce que- Je sais qu'il y a des- non, c'est une c'est- énorme différence. Si vous utilisez le service OpenAI en direct, vous utilisez les conditions générales de service d'OpenAI. Ouais. Par contre, le modèle OpenAI, vous pouvez l'utiliser, le déployer dans un environnement, en l'occurrence, c'est ce que fait Microsoft, dans Oui. un environnement entreprise sur lequel les données sont conservées, elles restent en Europe, enfin un certain nombre de garde-fous qui fait qu'on n'a pas du tout ces données qui vont éventuellement aller aux États-Unis, Non, mais etc. derrière. c'est pas exactement la question. La question, c'est que même dans ce modèle-là, je reste complètement dépendant de ce système-là que j'ai mis en place et je peux pas en changer. Un modèle open source, par définition, je peux moi-même aller dans le modèle et le changer. C'est la même différence que je loue ou j'achète mon appartement. C'est-à-dire que je peux avoir la clé quand je le loue, mais c'est pas moi, je peux pas changer les Tout à murs. fait. Non, mais je pense que le marché de l'open source, de toute façon, Ouais, ouais. on en Mais discutait c'est juste une avant, différence, Microsoft est en très plus. promoteur. Nous, on a lancé Microsoft
des modèles open source, Ouais. qui s'appelle Phi, PHI d'ailleurs, qui est petit, qui peut même se déployer sur un iPhone par exemple. Donc effectivement, c'est pas le même usage. Après, la réalité des gens qui veulent customiser des modèles open source, on est sur un usage particulier. La plupart des entreprises, en tout cas que moi je côtoie, vont déployer des modèles dans un environnement contrôlé, encore une fois, et pas forcément changer les paramètres, parce qu'en fait, on peut déjà faire énormément de choses avec déjà ces modèles-là. Alors, je voulais aussi qu'on parle, mais très vite fait, des agents IA, parce que bon, on nous dit Ouais. que c'est la prochaine révolution, Next Step, tout ça. On perd totalement le contrôle de toutes nos actions numériques, c'est-à-dire qu'on confie en fait à des agents de mener des actions pour nous. Comment est-ce qu'on fait pour tracer? Comment est-ce qu'on règle la question de la sécurité? Alors, il faut revenir sur c'est quoi un agent déjà, et puis après, j'ai répondu à ta question. Sur un agent, c'est quoi? C'est finalement cette brique d'intelligence artificielle, donc c'est le modèle de langage, associé à une base de connaissances. C'est-à-dire, je vais lui associer une connaissance, par exemple mes documents à moi, voilà ce que j'ai pu dire, ou mes documents d'entreprise, des skills, c'est-à-dire des capacités. Voilà. Par exemple, il est capable de lire dans Excel, c'est une capacité. Il est capable de sortir pour moi sur le web, et un niveau d'autonomie. C'est-à-dire que je vais lui déléguer ou pas, tout ou partiellement, finalement, cette tâche-là. Donc, je peux très bien lui dire, fais des choses, mais systématiquement, fais-moi valider derrière. Donc, on commence à voir dans ce champ-là aussi, ou alors, fais-les moi et puis je ne veux pas le savoir. Moi, j'ai créé un agent qui me permet de me désinscrire des mailing lists que je reçois sans vraiment les avoir sollicités. Bah, il va surfer à ma place, puis je lui dis, désinscris-moi directement parce que je l'ai mis dans une inbox qui correspond finalement à, je sais que celle-là, je vais m'en débarrasser. Et je ne lui ai pas dit, tu me regardes, et puis systématiquement, s'il y a un lien unsubscribe, tu le fais à ma place. Donc, on va pouvoir définir. On peut garder le contrôle si on le souhaite. Oui, de plus en plus, on va avoir de gentil. l'outillage, exactement, pour finalement déléguer tout ou partie, finalement, derrière, de contrôler ce niveau d'autonomie avec les bons niveaux de sécurité, comme tu le soulignais derrière. Ok, allez, on va passer à Gauthier qui donc artiste en intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est un raccourci un peu bizarre que je fais. Cofondateur du collectif Obvious, qui a notamment ouvert un laboratoire à la Sorbonne consacré à la création artistique avec l'IA. Obvious, donc c'est un collectif d'artistes, de chercheurs, hein, qui travaillent vraiment le sujet de la création de manière très différente à ce qu'on peut voir habituellement. Et ça se reflète à travers ce projet en particulier Molière Ex Machina, dont vous voyez, là c'est des photos, les images de l'équipe qui travaille sur ce projet en collaboration avec le théâtre Molière Sorbonne. Expliquez-nous quel est le projet, quelle est l'idée de départ? Alors, c'est une idée un petit peu folle qui est née justement de cette rencontre entre, du coup, nous, Obvious et le théâtre Molière Sorbonne. Le théâtre Molière Sorbonne, ils font du théâtre historiquement informé. Donc en fait, ils vont jouer du Molière comme à l'époque pour en apprendre plus sur la manière dont Molière écrivait et Molière jouait. Et en fait, on s'est rencontrés dans les couloirs de la Sorbonne et de là est née une idée un peu folle de se dire en fait qu'est-ce que Molière aurait écrit s'il n'était pas mort, parce qu'il est mort un petit peu brusquement d'un espèce de Covid de l'époque. Qu'est-ce qu'il aurait écrit? Pratiquement sur scène. Exactement, ouais. Du coup, quelle est la pièce qu'il aurait écrit? Et donc, eux ont énormément de sources là-dessus. Ils ont le contenu de sa bibliothèque. Ils connaissaient Donc, son processus de pas la création. pièce que Molière aurait écrite aujourd'hui, mais la pièce qu'il aurait écrite s'il n'était pas mort en 1600. Exactement. En fait, c'est une uchronie, c'est un passé alternatif. Et on s'est posé du coup cette question. Et donc, eux avaient la réponse du sujet. Donc, il aurait écrit a priori sur l'astrologie parce qu'il s'intéressait énormément à ce sujet-là, il critiquait souvent les pseudosciences dans ses pièces. Et du coup, on a commencé à créer une pièce de théâtre en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, donc, comment différents elle algorithmes. intervient, cette IA? Alors, elle intervient à plein de niveaux. Donc, elle intervient au niveau de l'écriture. Donc, en fait, c'est un travail qu'on fait avec les experts. Donc, on va générer déjà un résumé de la pièce. Ensuite, on va générer tous les dialogues. Et en fait, à chaque étape, c'est revu par des experts de Molière et on va régénérer. Donc là, on en est à la version 15 du résumé, par exemple. Elle intervient aussi au niveau des costumes. Donc, on va utiliser des algorithmes open source qu'on va entraîner nous-mêmes sur les dessins des costumes de l'époque pour générer des nouveaux dessins de costumes qui seront ensuite faits à la main. Elle va Et intervenir tout aussi ça sur les en étant décors. fidèle à l'époque? Absolument, ouais. Tout est fait avec les moyens de l'époque, donc tout est cousu à la main, tout est brodé comme ça a été c'était fait à l'époque. La pièce, quand elle sera jouée, elle sera déclamée avec l'accent de l'époque, donc ce qui peut être un peu Mais donc perturbant. pas par des avatars, on est d'accord? Non, Donc ça des sera vrais joué comédiens. par des vrais comédiens, et c'est ça en fait, le but de cette démarche, c'est de montrer qu'on peut créer avec l'intelligence artificielle en gardant l'humain au centre de la démarche, donc au centre de la création,
Et à la fin, dans la production, en fait, on revient à des savoir-faire humains. Donc, ça met en avant justement tous les savoir-faire qu'on a pu passer de l'époque. Au niveau des costumes, des décors, de la musique, ce sera joué avec des vrais instruments sur scène. Et ce sera performé par des acteurs qui sont entraînés à ça, du coup. À l'Opéra Royal du Château de Versailles, c'est prévu pour mai 2026. On ne sait pas si vous allez tenir les délais. Vous êtes comment là? On est bien, on est bien. Vous êtes bien. Le titre a été trouvé donc par l'intelligence artificielle, l'astrologue ou les faux présages. Est-ce que vous avez des questions sur un projet comme ça, qui est un projet absolument unique, hein, vraiment de création à l'aide de l'IA, mais aussi à l'aide de la science, de l'histoire, des compétences très particulières et spécifiques de la Sorbonne en matière de théâtre et de connaissances sur Molière? Bah, il y a plein de questions, ouais, mais sur la méthodologie, avec les experts qui revoient, les experts, ils repassent sur le texte ou ça s'arrête à refaire le prompt, en fait? Alors ouais, c'est une très bonne question. En fait, les experts, ils vont faire des commentaires sur le texte. Ouais, Et en fait, nous, on s'est mis on s'est imposé quelque chose. C'est qu'aucun mot, que ce soit du résumé ou du texte, ne soit écrit par nous-mêmes. d'accord. Donc en fait, on va Ok, jamais ok. nous-mêmes aller modifier des mots et on va toujours repasser par l'algorithme, Ok. modifier les prompts, Ok. lui dire bah, change-moi cette partie en fonction de ces commentaires. Et en fait, à la fin, bah, il n'y a aucun mot de la pièce qui aura été écrit par nous-mêmes. Vous faites quoi spécifiquement sur le projet? Alors moi, je bosse beaucoup en ce moment sur l'écriture, notamment. Donc, on fait des ateliers d'écriture avec le TMS, dans lesquels, en fait, on Donc en va fait, vous travaillez sur coécrire les cette pièce. prompts. Ouais, tout C'est à fait. ça votre travail. Exactement. Donc voilà, je fais les prompts pour qu'on met dans Mistralia en l'occurrence, puisque c'est nos partenaires techniques sur cette partie du projet. Et donc je travaille sur les prompts pour changer un petit peu les désirs de l'équipe du TMS et même nos désirs à nous, puisque TMS, pardon. du théâtre Molière-Sorbonne, pardon. Ok. Et les nôtres, puisque en fait nous aussi on a un peu cette envie créative, on a des idées aussi à mettre dans le projet. Transformer ça en prompt et essayer d'avoir le meilleur résultat possible de l'intelligence artificielle pour que ça colle, voilà, pour garder un petit peu une cohérence de toute la pièce, que les personnages entrent et sortent au bon moment, que ce soit intéressant, que ce soit drôle, parce que c'est aussi le but de la Oui. pièce. Voilà, donc c'est un procédé qui est très long, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est aussi un procédé qu'on a décidé de documenter. Donc en fait, vraiment, on note toutes les modifications qu'on fait, on C'est filme un projet presque énormément. de science ouverte finalement. Exactement. Le but, c'est voilà, c'est derrière de pouvoir décrire tout le procédé qu'on a suivi pour que ça serve aussi à d'autres s'ils veulent avoir un peu le même genre de projet. L'art du prompt, on a Oui, non, mais un exactement. Ce qui est artiste du intéressant prompt. dans l'exemple, c'est que moi, et on a bossé avec Obvious sur d'autres sujets, en fait, on voit bien qu'on a peur que l'IA vienne parce qu'il vient toucher le côté cognitif, le côté créatif, etc. Dans cet exemple-là, on voit bien qu'il vient assister, finalement, dans le processus. Oui, qu'il y a un processus qui n'était pas perturbé par la technologie jusqu'à présent, hein. Et, on sait bien que l'IA, elle venait plutôt en post-production, effets spéciaux. Là, elle vient en amont. Et à l'inverse, on voit bien que c'est aussi, c'est pas j'ai mis un prompt et puis c'est bon, c'est fait. C'est vraiment un côté malaxage. Donc il y a bien un travail d'artistique d'arriver à quelque chose tout en respectant, ça c'est le troisième point, le côté, et je le fais comme à l'époque. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait par l'IA, qui était la question, des costumes, etc. derrière. Et donc là, on est vraiment un processus créatif complètement théâtral, ce que je comprends, mais avec l'IA qui est au bon niveau d'assistance. Et il n'a pas remplacé les métiers, je pense, de création derrière. Moi, Il y a moi, ce que une j'ai- nouvelle compétence, quelque part, qui apparaît. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que quand j'ai fait une interview dans un autre contexte d'un des membres du collectif, il m'a dit, en fait, l'IA est assistée de scientifiques, assistée de connaissances humaines, d'experts humains. C'est l'IA qui est aidée finalement pour progresser et pour pouvoir produire en fait ce que vous attendez. C'est comme ça que vous imaginez le futur de la création et de l'IA? Alors pour nous, c'est un des futurs, puisque en fait, ça ne va pas remplacer les autres formes de création. C'est un exemple de ce qu'on peut faire en créant avec de l'IA. Ce qui est intéressant, je pense, dans ce projet, c'est que ça permet de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. En fait, personne ne peut avoir la prétention de Ouais. dire je vais écrire la pièce que Molière aurait pu écrire. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut porter seul. Par contre, si on rassemble tous les experts techniques, les experts de Molière, des gens qui étudient ça, et qu'on les rassemble autour d'un outil, et qu'en fait on dit bah voilà, en fait c'est créé avec cet outil, on se dédouane un petit peu de ça, et en fait ça permet de faire une création collective qui aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu un outil comme ça. Allez, oui. Ça laisse rêveur. Non, mais ça laisse Ouais, rêveur. c'est On est génial. bien. On adore. Moi, je suis fan. Moi aussi. Merci. Je suis impatiente d'être en mai 2026 là. On passe à Mathias De Bièvre, donc fondateur de Vision, une société qui est spécialisée dans la portabilité des données. Oui. Vous êtes aussi le président de l'association Prometheus X, donc qui travaille sur la création des data space, donc des Oui. espaces où on va partager des données. C'est essentiel dans l'intelligence artificielle. Quels sont les besoins actuellement?
faire du data space? Bah, aujourd'hui, par exemple, monsieur en parlait, les entreprises, elles vont chercher à consolider leurs propres données pour que l'IA s'exécute dessus. Oui, Déjà, au sein d'une entreprise, en fonction de à quel point elle est grande, les données, elles peuvent être éparpillées entre plein d'entités différentes. Et puis demain, on veut échanger entre concurrents, entre partenaires, entre différentes organisations. Déjà, ça va être de trouver où sont les données. Ensuite, les rendre accessibles, et il y a beaucoup de temps légal, de dire quelles vont être les conditions d'accès à la donnée, qui a le droit d'y accéder, pourquoi. Et puis finalement, les préparer, c'est-à-dire les rendre interopérables et les rendre compréhensibles. Et tout ça, aujourd'hui, c'est entre guillemets fait à la main, c'est-à-dire on va négocier avec les départements juridiques pendant beaucoup, beaucoup de temps chaque usage, et puis ensuite développer tel et tel petit système pour les rendre interopérables. Tout ce temps-là, qui prend 6, 8 mois par projet, c'est un temps qu'on va plus pouvoir se permettre de passer pour accéder à chaque donnée dans 1 ou 2 ans. mmh. Parce que l'économie de l'information, de l'IA, ça va aller tellement vite qu'on a besoin de réduire ce temps à presque zéro. Et donc les data space, c'est un nouveau protocole technique et légal qui permet de standardiser comment on décrit la donnée, comment on gère les droits, comment on vérifie, comment on passe des contrats, Alors et moi, donc d'automatiser ça. ça fait écho à ce qu'on me dit aujourd'hui autour de Gaia X. On me dit Gaia Oui, X, c'est vraiment, alors c'était peut-être pas le cas au départ, mais aujourd'hui, c'est l'idée de construire c'est des ça, espaces de données avec des règles tout à fait. partagées au sein de l'Union européenne. Ben, des Gaia X, c'est ça, et Gaia X se concentre sur une partie de ces règles qui est ce qui s'appelle le Trust Framework, c'est-à-dire comment on va faire confiance que bah, si, par exemple, BFM veut échanger avec l'AFP, avec France TV, que à chaque fois Ou c'est bien Bismart, quoi. BFM, ouais, etc. Ouais. Bismart, mais que tous ces acteurs-là puissent échanger entre eux et qu'on est bien au fait que c'est bien cet acteur-là. Et Ouais. qu'on certifie des gens, et donc il faut un certain nombre de standards pour certifier l'identité des organisations et qu'elles respectent certaines règles. Et c'est de ces standards que s'occupe Gaia X. Et c'est une partie des solutions. Après, il y a des standards sur les contrats, Mais sur pour ça, il faut avoir des l'interopérabilité. grands projets. Donc, quand C'est c'est des ça. grands projets. Donc, moi, j'ai noté Open Ed IAG. Je ne sais pas si ça se prononce comme Oui, ça. c'est ça, c'est bien. OK, qui développe des outils d'IA générative pour Pour les enseignants. l'éducation, Oui, ouais. pour l'éducation. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Bah alors ça c'est un cas que je trouve qui est très simple à expliquer, c'est on va faire un assistant de révision pour les élèves. Donc ça va être un assistant IA, chatbot qui va générer des questions, des exercices en fonction du niveau de l'élève. OK. Là où il est plus fort, moins de questions, là il est moins fort, plus de questions, etc. Pour faire ça, il y a évidemment besoin d'un modèle qui génère ça, mais il y a surtout besoin d'accéder aux données de l'élève, sur ses notes, sur les exercices qu'il a déjà pu faire, aux Et ça, données de aujourd'hui, il y a l'enseignant. des petites applications qui font ça, par exemple. Mais À quel moment on a besoin de vraiment de créer un espace, bah, un en fait, data la space? petite application qui fait ça, par exemple, ça va être une nouvelle application. Elle n'a pas tout votre historique, tous vos notes, toutes les données que vous avez déjà laissées dans l'autre application où vous avez déjà fait un exercice de maths ou que sais-je. Et aujourd'hui, ces données-là, notamment dans l'éducation, elles sont éclatées entre de nombreux systèmes, de nombreuses applications et de nombreux systèmes de l'éducation nationale. Et donc, le data space permet de commencer à unifier ça et d'apporter des garanties sur le respect du RGPD, la confidentialité des données, etc. D'accord. Pareil pour les données, on a besoin des données de l'élève, on a besoin des données de contenu pédagogique, sur ce que le prof a fait, que ça n'hallucine pas trop et que ça Mhm. respecte le programme. Et donc, on a besoin d'accéder à ces données-là qui sont encore dans d'autres systèmes. Et le data space apporte une solution là-dessus. Et donc, ce projet-là réunit donc nous, Prometheus X Vision pour apporter le data space, mais des acteurs de l'éducation, des académies, des centres de recherche pour mettre en place ce Au système et niveau proposer européen. ça. Le projet OpenAid IAG, il est au niveau français d'abord avec 3 D'accord. académies, mais après on a un data space, un skills education data space européen où il y a des choses similaires qui se passent en Allemagne, en Espagne, en Finlande, sur des cas qui sont similaires mais avec des acteurs qui sont différents et avec des standards qui sont les mêmes pour qu'au final on puisse échanger à travers l'Europe de la même manière. Bah, par exemple, ce que vous produisez, vous, comme documentation autour de votre projet, ça pourrait être quelque chose qu'on partage dans un data space, Ce serait super intéressant ouais. si par exemple, il y a tout un tas de documentation sur Molière déjà et puis Mm. tout cet aspect créatif, demain que ça puisse être intégré facilement et utilisé dans le cadre du programme quand on étudie Molière, c'est hyper intéressant. Et à Mm. l'inverse, demain, là vous faites sur des œuvres qui sont libres de droit,
Mais demain, vous voulez faire des mêmes choses sur des œuvres protégées, il va falloir un système qui garantit le respect des droits, la rémunération des droits d'auteur, etc. Et c'est ce que permettent aussi les data spaces. Et l'éducation, c'est un gros sujet aujourd'hui en matière d'IA. Il y a le study mode qui est apparu dans ChatGPT. Voilà, on sait Ouais. que les jeunes utilisent Tout ces à fait. assistants et que ça peut les aider à progresser, à apprendre différemment, à changer l'école, quoi. Oui. Bah, c'est déjà le cas en entreprise où les gens n'osaient pas dire à leurs managers qu'ils utilisaient déjà ChatGPT. Ouais. Donc, où les entreprises se sont dotées du coup, voilà, des interfaces qu'il fallait. Pour toutes les jeunes générations qui arrivent, on le voit beaucoup sur les développeurs, hein, avec le système d'IA GitHub Copilot, où finalement, quelqu'un qui sort d'école d'ingénieur aujourd'hui, il ne sait pas faire, enfin, il ne veut pas faire même, sans ces systèmes d'IA qui vont l'aider à gagner du temps tout simplement. Mm. Donc, ils vont choisir une entreprise qui a ce système-là, voilà, parce qu'il sait qu'il va gagner du temps. Après, c'est comment on gère les accès, parce que qui va avoir le droit d'accéder à ce data space? Là, vous parlez Oui. d'un accord pour l'instant Mm. entre quelques Oui, académies. oui. Est-ce que tous les grands modèles pourront se connecter pour y accéder? Bah justement, vous parliez de Gaia-X. Gaia-X définit un certain nombre de règles que chacun doit respecter en fonction de son rôle. Ça, c'est un peu les règles de base qui s'appliquent à tous les secteurs, des règles sur la sécurité, sur des règles de gouvernance. Parfois même, il y a différents niveaux de labels. Le plus élevé, c'est qu'il faut être basé en Europe. Enfin, il y a différents niveaux de règles. Et après, au niveau de chaque secteur, on va définir des règles plus sectorielles sur le format des données, les tests, les certificats, les labels qu'on peut avoir qui sont plus sectoriels. Et au sein du data space, c'est un peu la communauté des acteurs qui définissent ces règles D'accord. comme une constitution. Et ensuite, il faut prouver son respect de ces règles avant de pouvoir commencer à se C'est brancher. un peu comme le projet Etalab au niveau du partage des données Oui, en open data, la des données grande publiques, différence, c'est que Etalab, c'est des données ouvertes que tout le monde peut y accessibles à accéder. tout le monde. Ouais. Là, c'est des données par nature privée, par Oui. exemple les données de l'élève. Ouais. Et donc, c'est quand même, on veut les partager, mais pas à n'importe qui, n'importe comment, pour certains usages. Et c'est là où on a besoin de plus de règles et d'automatiser ça. Mais justement, sur l'inclusion dans l'éducation, l'exemple, il est bon parce que c'est ce qu'on dit toujours. On dit l'éducation nationale et beaucoup d'acteurs définissent ce qu'ils veulent pas dans l'IA. Mais ça suffit pas, il faut aussi faire ce qu'on veut. Parce que sinon, les gens vont aller sur Absolument. Eh ben oui. Voilà. ChatGPT. C'est ça. Et le problème d'un ChatGPT pour réviser, c'est super, mais ça va pas être adapté à ton niveau, ça va pas être très pédagogique parce que ça va te donner la réponse tout de suite. Oui, Alors, il faut l'adapter à l'éducation Voilà. qu'on souhaite donner dans c'est ça, chaque pays. c'est ça. Merci beaucoup Mathias Debièvre. Merci. On pourrait passer des heures, j'ai l'impression, à discuter de ces sujets-là. C'est les interviews de l'IA dans Smartech. Donc on se retrouve chaque semaine ensemble. Mathias Debièvre de Vision et de Prometheus X, merci beaucoup. Merci Xavier à vous. Perret de Microsoft France et Gauthier Vernier du trio Obvious. Merci. Merci encore, merci à tous, excellente journée.